Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. J'ai l'honneur d'intervenir sur la question de la stratégie régionale portuaire, ensuite de l'excellente démonstration de ma collègue Agnès Lebrun sur la politique mer et littorale. Je vous confirme que c'est avec beaucoup d'attention que nous avons examiné ce deuxième bordereau et nous en retirons le même sentiment mitigé que pour le premier. Tout un chacun ici entend régulièrement les reproches réciproques entre la région et les collectivités locales sur la gestion des affaires maritimes. La première reproche aux secondes de n'être considérée que comme le portefeuille qu'elles viennent solliciter chaque fois qu'elles développent un projet. Mais c'est oublier que la région s'est longtemps désintéressée de ses ports et en avait délégué la gestion. Elle ne peut donc reprocher aux concessionnaires d'exécuter de manière indépendante leur stratégie d'exploitation. La seconde reproche à la région une absence de transparence sur ses intentions à l'expiration des contrats de concession. Mais c'est oublier que l'autorité concédante reste le mandant originel et qu'il lui est loisible et légitime de se donner le temps d'une réflexion sur la gestion de son propre patrimoine. C'est donc avec beaucoup d'impatience que nous attendions de découvrir la stratégie politique de la région sur la question maritime et littorale et ses déclinaisons portuaires. Encore une fois, tout un chacun ici ne peut qu'être convaincu par les enjeux consciencieusement listés par vos services, rénover les infrastructures portuaires, mettre en place une gestion pertinente du foncier, relancer et conforter les activités halieutiques, anticiper les outils à mettre en place pour amortir les conséquences sur certains trafics de marchandises promis à décliner irrémédiablement, faciliter leur mutation, accompagner les transitions économiques, énergétiques, écologiques, sociales, promouvoir une formation préservant le savoir-faire local futur, encourager la recherche au service des mutations portuaires, améliorer les conditions de vie et la santé des Bretons via l'alimentation et la préservation de l'environnement. Bref, autant de sujets divers et variés qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres et qui ont pourtant tout à voir les uns avec les autres, tant ils sont étroitement imbriqués les uns dans les autres par ce dénominateur commun, les ports. Nous avons pris acte que vous avez obtenu une augmentation des dotations de l'État pour la modernisation des ports, même si, évidemment, ces 50 millions restent bien insatisfaisants quand vous-même chiffrez les besoins à 900 millions. Nous avons également bien retenu l'engagement formel de la région de consacrer 2,5 millions d'euros exclusivement à la filière halieutique en Cornouailles, abondée par 2,5 millions du département et 5 millions de l'État. C'est bien. Mais nous attendons désormais d'avoir rapidement et impérativement une visibilité sur le fléchage de ces moyens financiers pour répondre aux enjeux de la filière halieutique. En effet, la Cornouaille sera très attentive à ce que cet argent soit bien destiné au redressement de l'activité pêche et non à financer les clous de son cercueil. Encore, comme nous avons découvert qu'un bilan de la feuille de route mer et littoral 2018-2023 avait été dressé sans que nous y ayons eu accès, nous déplorons qu'un tel bilan n'ait pas été réalisé pour la stratégie portuaire et nous déplorons également que 60 ou 70 auditions d'acteurs locaux aient été diligentées sans que nous y ayons non plus accès, sauf erreur de ma part. Ça démarre mal. Il faut donner quitus à la région pour son admirable travail d'étude, qui pointe de manière détaillée, approfondie, pertinente et, je crois, exhaustive l'ensemble des besoins actuels des ports, des enjeux à venir, des problèmes à anticiper et des défis à relever, ce qui confère à l'élaboration de la stratégie portuaire sa complexité redoutable, comme vous le dites si bien, Monsieur le Président. Gouvernance renouvelée donc, transition énergétique, développement territorial et exemplarité des ports. Certes, nous ne pouvons qu'adhérer à la volonté ambitieuse du Conseil régional de faire de ces ports des lieux d'impulsion, d'expérimentation et d'accompagnement des transitions économiques et énergétiques. Et puis ensuite, que fait-on de ces 4 axes de développement résumés? Ce n'est pas une stratégie, ça, c'est une ambition, c'est-à-dire une vision, un désir ardent de parvenir à un résultat donné, mais la stratégie, c'est le plan d'action coordonné déployé pour parvenir au résultat escompté. Rien de tout cela dans le bordereau mer et littoral, uniquement des annonces de futures feuilles de route. Je pensais que la stratégie allait être déployée au sein du bordereau portuaire, mais là encore, nous restons sur notre faim, en raison du flou entretenu sur les modalités pratico-pratiques que la région déploiera pour parvenir à ces fins. Elles seront déclinées plus tard dans des feuilles de route prises place portuaire par place portuaire.
Je n'aime pas non plus qu'on me demande de voter un bordereau imprécis. J'ai l'impression qu'on me met un stylo dans la main pour signer un chèque en blanc. Je crains qu'on vienne plus tard m'empêcher de contester la politique déclinée dans les feuilles de route en me rappelant que je l'ai votée, comme on me reprocherait de faire opposition à l'encaissement du chèque que j'ai moi-même tiré. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à me poser la question, puisque même la CCI Bretagne écrit « Le volontarisme de la région est cohérent avec les enjeux posés pour les différents ports et leurs activités. Il reste à déterminer comment sa stratégie se construira et s'imposera dans des modes de gouvernance qui sont aujourd'hui fractionnés. Le Conseil régional pourrait préciser comment il envisage de favoriser ces alliances entre les ports. Le Césaire ne s'y est pas trompé non plus. L'atteinte des objectifs de la stratégie portuaire dépendra en particulier de la capacité du Conseil régional à entraîner l'ensemble de ses partenaires territoriaux. Sa mise en œuvre est donc une opportunité pour initier un dialogue plus régulier entre les collectivités à l'échelle régionale. Sauf que j'ai bien noté la critique de la CCI Bretagne qui pointe « Si le Conseil régional a dit dans son document avoir auditionné les acteurs économiques ayant une vision régionale, cette approche globale n'apparaît pas. » Aussi, pour la suite, la CCI Bretagne se tient prête à apporter son concours. Je comprends que les chambres de commerce et d'industrie n'ont pas été interrogées. Cela fait écho avec la surprise des élus lorientais lorsque je leur expliquais il y a un an la création d'une SPL à déclinaison de l'ensemble des ports de plaisance régionaux. Et c'est alors que la petite lampe rouge se rallume dans ma tête, comme elle s'était allumée il y a un an lors de la présentation de cette SPL Bretagne-Plaisance. Comment la région entend-elle demain mettre en place une gouvernance collaboratrice avec les collectivités locales alors qu'elle ne ménage pas aujourd'hui ses partenaires actuels qui exercent leur délégation depuis des années, voire des décennies pour certains? Et comment la région entend-elle articuler sa stratégie portuaire avec celle des autres propriétaires que sont les départements, les intercos et les communes? Je n'imagine pas qu'elle puisse considérer que l'économie de la Bretagne s'arrête à ses 21 places portuaires. Quel axe de convergence avec l'ensemble des autres ports bretons et comment y parvenir? Pas un mot. L'ensemble du bordereau répète à l'envi les termes de gouvernance partagée, d'association des acteurs du territoire, de concertation, de collaboration, mais il ne précise jamais les moyens concrets arrêtés pour y parvenir. Or, c'est bien cela qui nous intéressait, car c'est à la structure choisie que l'on vérifiera la réelle intention de la région de réaliser un travail concerté avec les élus locaux. GIP, GIE, sociétés portuaires, pourquoi pas. Leur gouvernance apparaît assez équilibrée et respectueuse de ses membres, mais l'objet social d'un GIP est d'intérêt général à but non lucratif, ce qui pourrait poser des difficultés à la région dans un contexte où elle a besoin de développer des activités porteuses de trésorerie. À creuser tout de même, car la gouvernance ne pourra prospérer dans la durée que si le processus décisionnel suit bien cette ligne horizontale où chaque membre est placé sur un pied d'égalité, mais pas une verticalité descendante où les membres n'ont pas vraiment d'autre choix que de suivre et donc de subir. Or, c'est ce que la région a commencé à mettre en place il y a déjà un an avec Bretagne-Plaisance. Je ne vais pas reproduire ici l'intégralité d'intervention que j'avais faite pour vous dire tout le mal que je pensais de cette SPL telle qu'elle avait été conçue, mais quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler que ces statuts opèrent une confiscation de la gouvernance avec un nombre de sièges majoritairement détenus par la région, 55%, et les 45% restant partagés entre des collectivités locales, autant dire qu'elles n'ont aucun poids individuel noyé dans la masse des 45%, un président non pas élu par le conseil d'administration, mais désigné par la région, un directeur général recruté par la région, un pacte d'actionnaires qui lie toute nouvelle collectivité avant même d'entrer au capital, sans négociation préalable et qui ne peut être modifié qu'à l'unanimité des actionnaires, ce qui est illusoire. Des projets locaux qui échappent au contrôle du conseil d'administration puisque financés discrétionnairement via le jeu des avances en compte courant d'associés entre présidents de Bretagne-Plaisance et actionnaires concernés. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas un mot sur la Plaisance comme le soulignait M. Breillet. Aujourd'hui, des expressions comme un port, plusieurs quais semblent aller dans ce même sens de concertation. La région prétend qu'elle traduirait 2 niveaux de gouvernance, mais c'est une chimère. Un corps avec 2 gouvernances, cela n'existe pas plus qu'un animal à 2 têtes. Je crois que ce slogan résume plutôt ce qui se cache réellement derrière ce bordereau, un cerveau, plusieurs bras, et traduit une volonté de remonter la gouvernance en un seul point névralgique à Rennes, pour la décliner ensuite sur les places portuaires, considérées comme de simples lieux d'exécution pratique. On réfléchit au siège social du port et on exécute sur les quais.
Cette façon de s'emparer, et c'est un mot que j'ai repris dans le texte, du lead en matière portuaire, à petits pas et sans l'annoncer, ne serait pas un choix de gouvernance pertinent et pérenne. Un modèle de gouvernance verticalement descendant produit d'autres travers qui génèrent d'autres crispations, un recul de la compréhension des besoins précis locaux et de leurs impératifs. Vous n'ignorez pas l'attachement des collectivités locales à une gestion relativement autonome des ports sur leur territoire, parce qu'elles ont confiance dans les outils qui les intéressent au quotidien, parce qu'ils sont au plus près de leur existence, parce qu'elles ont la main dessus, sinon à titre principal, en tout cas à égalité avec la région. Les collectivités locales sont particulièrement réservées, pour ne pas dire hostiles, à l'idée de transférer le pouvoir décisionnel à une structure régionale, alors même que leurs opérateurs locaux ont démontré leur efficacité. Baisse de l'équilibre entre le pouvoir des élus locaux et le pouvoir de la région. Que se passera-t-il quand une collectivité locale n'adhérera pas à un des choix stratégiques de la région? Va-t-elle la sanctionner financièrement, comme elle le fait par exemple au syndicat mixte du Haras de Hennebont, auquel elle a annoncé abruptement une baisse des subventions d'investissement pour punir l'échec des négociations de baisse des contributions de fonctionnement. Discuter en tordant le bras du département, je n'appelle pas cela de la concertation. Je vois qu'on ne m'écoute pas. Lenteur de la réactivité induite par l'inertie de la structure paquebot de la région. Exemple, il y a quelques jours, au syndicat mixte Lorient-Quai-Romans, au sein duquel le président de la SEM concessionnaire a présenté une demande d'intervention financière de la région Bretagne sur le fondement de la clause contractuelle de révision pour imprévision. Et la réponse attendue n'a pas été à la hauteur de mes espérances, car Monsieur Kernez, vous avez renvoyé à la nécessité de traiter d'autres contrats à égalité, d'attendre pour voir si d'autres demandes étaient reçues et de poser une doctrine générale, ce qui est légitime, bien sûr, mais ce qui révèle l'inertie du paquebot que peut poser une gouvernance régionale. Le modèle actuel de la gouvernance, en ce qu'il est fractionné, n'est effectivement pas parfait, mais il fonctionne et il est perfectible sous l'impulsion de la région et non sous la coupe de la région. Nous pensons que la gouvernance à privilégier est horizontale et il est tout à fait possible à la région d'intégrer les structures déjà existantes et opérationnelles sur ses territoires. Elle peut également intégrer les structures des autres propriétaires de ports bretons. Elle devient ainsi le fil conducteur qui relie tous les ports de Bretagne pour y envoyer le même courant électrique. Vous l'avez compris, Monsieur le Vice-président, notre discours ne se résume pas à dire « laissez faire les locaux et contentez-vous de financer ». Je ferai plutôt une analogie depuis un concept juridique qu'on appelle la théorie des apparences. Ce concept signifie que la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également avoir l'apparence de la justice. Eh bien, en raisonnant à Paris sans S évidemment, j'imagine qu'il ne vous suffit pas d'affirmer une transparence politique, il vous faut également la prouver pour nous donner le sentiment que cette concertation est réelle et sincère. Et ce n'est pas encore le cas à ce jour. Garantir la crédibilité des décisions qui seront prises à un niveau géographiquement plus éloigné des acteurs locaux, c'est le meilleur moyen pour vous de décliner vite et bien votre stratégie portuaire. Les collectivités locales nous écoutent, elles ont besoin d'être rassurées. Les réponses et garanties que vous leur apporterez seront déterminantes pour une déclinaison réussie de votre projet. Je vous remercie de votre attention.